Bonjour à tous. Merci tout d'abord à la Fondation Alice de m'avoir invité pour discuter de ce sujet. Donc, des fauteuils roulants motorisés intelligents. On reviendra sur ce terme qui est plus ou moins utilisé là actuellement. Voici un peu le plan un peu pour ce topo. On divise un peu en trois là, à l'heure actuelle. Donc le fauteuil roulant motorisé intelligent, plutôt manuel, donc ce qu'on utilise déjà et ce qui est le plus commun actuellement. Et donc on va faire un petit focus des commandes, celles que vous connaissez un petit peu déjà et celles qui sont un peu nouveaux sur le marché. Un petit focus aussi sur l'électronique, parce que je trouvais ça intéressant quand même que vous ayez un peu des bases sur l'électronique des fauteuils, si je ne suis pas un grand spécialiste. Une notion sur les simulateurs de fauteuils roulants électriques et où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle. Et les perspectives un petit peu. Donc là, on est plutôt sur la recherche sur la différence entre les fauteuils roulants semi-autonomes et autonomes. Donc là, première partie sur les commandes de fauteuils roulants électriques. Donc on va s'intéresser plutôt sur les commandes plutôt mentonnières, occipitales, oculaires. Et on ne va pas parler des commandes de mouvement supérieur. Donc, vous connaissez déjà les commandes mentonnières. On les divise en deux. Les commandes qu'on a avec un bras de support électrique ou manuel, donc sur la gauche de l'écran, qui viennent devant au niveau du menton, ou sinon avec un plastron qu'on vient attacher donc au niveau du plastron. Donc il y a les avantages, inconvénients des deux. Le premier à gauche, c'est escamotable. Mais peut bouger dans le temps. Donc le plastron serait un petit peu plus stable dans le temps et permanent. Après, il faut savoir que cette commande-là, elle peut gêner et limiter le champ de vision, avoir une gêne fonctionnelle et un peu esthétique par rapport aux commandes qui en suivent, aux commandes occipitales, où on vient gérer par la tête et l'arrière de la tête ou sur les côtés les directions du fauteuil. Donc là, il existe deux types, mais c'est plutôt les occipitales sensitives qu'on utilise principalement. Sur un peu les nouveautés qui peuvent exister sur le marché, qui sont arrivées là, donc plutôt en fin d'année 2024, mais qui sont commercialisées plutôt au pays, en Belgique et aux Pays-Bas. Donc c'est la Comove Hit. Donc c'est une commande, on reste dans la commande occipitale. Mais ils ont l'avantage en plus, ce qu'ils ont rajouté, c'est en fait un algorithme. Donc, ça peut être un début d'intelligence artificielle, donc qui adapte, en fait, qui prend la force de la tête en arrière ou sur le côté, et qui en fait va essayer de fluidifier le mouvement de la tête et d'avoir en fait une fluidité au niveau de la course du fauteuil. Donc ça, je pense que ça est intéressant à poursuivre et à venir faire des essais sur certains de nos patients. Donc après, c'est compatible Ethernet et c'est une distribution exclusivement par Permobile. Donc vous voyez le prix là qui est à peu près de 10 000 €. Je n'ai pas les chiffres précis, mais c'est à peu près ça. Et ils ont rajouté aussi la possibilité d'avoir une commande au niveau du pied. C'est-à-dire qu'au niveau du pied, on peut venir rajouter, avancer avec le pied et reculer et gérer qu'avec la tête que aller en direction droite ou gauche. Voilà. On a une autre type de commande occipitale, donc celle-ci qui va être on parle de la Vigo, donc c'est un casque gyroscopique sans fil, qui nécessite une grande sensibilité, même s'il y a des paramétrages qui peuvent se mettre, mais il y a un temps de configuration important. Et donc ça va avoir une tenue de tête très forte et qui ne s'applique pas forcément à la population lock-in syndrome. Et encore à tester. Elle a la possibilité en plus d'être comme une souris sans fil. Donc on peut connecter via le Bluetooth à un ordinateur ou un smartphone ou une tablette pour communiquer. Et il y a une option aussi pour écouter de l'audio ou passer des coups de téléphone. Après, on a une autre commande à la tête qui s'appelle la Munevo Drive. Donc ça, c'est
c'est des lunettes, hein, capteurs dans les lunettes connectées, et pareil qui donne une info au fauteuil pour déplacer le fauteuil. Donc c'est des lunettes qui sont très, très légères, fabriquées en Allemagne, qui sont sur le marché depuis 2020 en France, qui, pareil, c'est une exclusivité de vente plutôt Permobile, mais qui s'installe sur tout type de fauteuil roulant électrique. Donc dans les mêmes points d'alerte, il faut avoir une grosse mobilité, une bonne motricité au niveau du cou pour pouvoir se déplacer. Donc là, après, a priori, il y a une deuxième version qui arriverait sur le marché, mais on est à peu près sur le même principe. Après, on part sur le champ des commandes oculaires et où est-ce qu'on en est par rapport aux commandes oculaires. Donc là, vous connaissez un peu sur le marché donc les discussions, enfin les tablettes qu'on peut avoir avec les commandes oculaires. Donc là, c'est se intéresser de pouvoir conduire un fauteuil roulant électrique via cette commande oculaire. Donc il existe donc ce système là, Mic Hike Pro, donc avec intégré une caméra frontale donc qui voit à l'avant, et on peut rajouter une caméra aussi derrière. Et avec l'œil, on peut aller voir au niveau de la tablette pour donner les directions dans la tablette. Tout ça, c'est l'écran, il est un peu transparent pour pouvoir voir en même temps les flèches et en même temps voir où on se déplace. Donc il faut avoir une possibilité de commande oculaire. À ceci, dans la même boîte, il existe en fait, ils ont essayé d'intégrer via des lunettes, ils se font la publicité comme quoi les verres sont teintés et il y aurait une adaptation via la lumière du soleil. Après, je ne les ai jamais vus en réalité, donc je ne peux pas vous dire de plus là-dessus. Mais en tout cas, c'est une commande oculaire, pareil, qui a l'avantage donc d'être très légère et via les lunettes avec une captation de regard. Donc c'est vrai qu'il faut avoir l'oculomotricité très vive. Donc ça, c'était donc le premier point par rapport aux commandes de fauteuils roulants électriques. Et maintenant, c'est juste pour faire un petit focus sur l'électronique des fauteuils roulants électriques, parce que ça me semblait assez important. Donc il y a des fiches qui sont très très bien faites, notamment au Tech Lab. Donc ça, vous pouvez trouver ça facilement sur Internet. Mais il faut savoir sur les fauteuils roulants électriques, qu'est-ce qu'on peut commander en plus avec le joystick, à part de se déplacer, mais on peut aller venir chercher en fait un accès numérique via le Bluetooth ou un contrôle de l'environnement via l'infrarouge. Et donc ça, la compatibilité par rapport au fauteuil roulant électrique qu'on choisit, c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, il y a des compatibilités, et donc on parle donc de termes là, donc de Lynx, QLogic ou Airnet, et donc ça c'est en lien donc vraiment avec les fabricants et la relation qu'on a avec les fabricants et revendeurs pour vraiment choisir la bonne marque et qu'est-ce qu'on va en faire par la suite. Donc juste pour vous dire un petit peu en détail, donc il y a la commande Lynx, donc là qui est plutôt sur les fauteuils Invacare. Bon, il y a une clé de programmation pour gérer tout ça. Il y a un accès numérique uniquement. Il n'y a pas d'accès Bluetooth. Donc c'est vrai que nous, pour le développement de la communication, on n'est pas parti plutôt sur des commandes Lynx par rapport à ça. Après, on a la QLogic. Donc la QLogic, on est plutôt sur la marque fauteuil Quantum Pride. Et là, il y a les deux. Donc il faut vérifier si on a un joystick ou non. Donc voilà, après il y a des choses optionnelles ou de série qui commandent au niveau donc soit Bluetooth ou soit numérique. Par la suite, on a donc la Airnet qui est le plus fréquent sur les fauteuils roulants électriques, qui est compatible avec beaucoup de fauteuils roulants électriques. Donc là, pareil, il y a deux modèles. Donc on parle de Omni, et donc voilà, ça fait partie dans les choix du fauteuil roulant électrique. D'avoir l'Omni permet d'avoir un contrôle d'environnement avec donc ça c'est complètement intégré dans le choix initial du fauteuil roulant électrique. Faut savoir que quand il y a intégré l'infrarouge, il y a un champ limité par rapport à l'infrarouge où on ne peut pas forcément tout détecter dans l'infrarouge. Donc ça, c'est ce qu'on veut vouloir détecter, par exemple dans une chambre ou au domicile. Il faut avoir cette notion-là
que le fauteuil roulant électrique peut avoir un champ d'infrarouge qui peut être limité. Et donc, il faut vraiment discuter là avec le fabricant et le revendeur. Donc, ça fait partie du cahier des charges du fauteuil roulant électrique en lui-même. Voilà donc un peu cette notion sur l'électronique des fauteuils. Et maintenant, un focus maintenant sur les simulateurs de fauteuils roulants électriques qui se développent de plus en plus. Donc un peu l'état des lieux qu'on a sur les simulateurs. Là, c'est un premier simulateur qui est en accès gratuit, MiWi2, qui est donc un logiciel qu'on trouve facilement sur Internet, qui est en libre téléchargement sur version Windows. Donc c'est développé, donc ça c'est surtout l'équipe de McGill au Canada qui vraiment travaille là-dessus et a donné accès. Donc c'est bon, faut avoir un accès donc c'est un accès de manette jeu, mais ça permet de travailler et de voir s'il y a une possibilité de performer et dans l'objectif de pouvoir conduire par la suite. Et parce que vous savez, à l'heure actuelle, avant de pouvoir conduire, bien sûr, il faut l'essayer. Et après, c'est sur prescription et validation avec une ergothérapeute ou un kiné et avec un médecin pour avoir l'obtention le droit de conduire avec un remboursement. Donc là, ce côté simulateur de fauteuil roulant électrique, l'idée derrière, c'est qu'on pourrait peut-être discuter d'un apprentissage avant de valider un fauteuil roulant électrique. Et donc, comme les simulateurs de conduite qu'il y a pour la conduite automobile, et là, on est là sur la même dimension par rapport au fauteuil roulant électrique. Donc, il y a ces simulateurs qui existent en libre accès. L'autre qui est plus connu, donc là, qui est allemand, c'est le WheelSim Home, là, qui est payant, mais qui est beaucoup développé, donc plus en Allemagne, donc utilisable avec des joysticks qu'on peut de fauteuil et qui peut. Donc là, il y a beaucoup de développement plutôt chez l'enfant pour l'accès au fauteuil et pour l'entraîner là-dessus. Donc c'est beaucoup dans les équipes de pédiatrie notamment. Et on arrive après, et donc là c'est pour parler un peu de ce qui se passe aussi en France. Donc là l'équipe française, donc c'est plutôt basé à Rennes sur le pôle Saint-Hélier qui essaye de développer, donc notamment avec Émilie Leblond, qui au point de départ, donc c'est assez ancien, un projet européen ADAPT qui a essayé de développer via la réalité virtuelle et via une plateforme pour essayer de vraiment simuler complètement la conduite. Et donc là, vous voyez l'image à gauche, on place le casque de réalité virtuelle et on est en immersion totale. Et ils ont développé ça avec l'équipe de l'INSA de recherche, ingénieurs et roboticiens qui sont à côté à Rennes. Et ils ont notamment développé là, depuis quelques années pas mal de publications sur ce sujet. Donc déjà sur la faisabilité du produit, de où est-ce qu'on peut arriver sur le produit. Et ils sont encore en construction et notamment sur des futures recherches et notamment une thèse qui va être faite par Émilie Leblond en un travail bicentrique avec l'équipe du Canada sur plutôt une étude d'apprentissage sur la conduite de fauteuil roulant électrique avec réalité virtuelle. Là, actuellement, ils ont quasiment fini sur la validation du produit en lui-même et de la plateforme. Donc voilà, donc c'est des beaux projets par rapport à la perspective d'apprentissage là-dessus. Je vous reparlerai par la suite de cette équipe qui fait beaucoup aussi avec l'INSA, donc les roboticiens, sur l'intelligence artificielle et les fauteuils. Donc pour revenir un peu sur le plan, donc là on a discuté un peu de ce qui se passait sur le fauteuil roulant motorisé intelligent, sur le manuel et un petit peu les nouveautés. Et là, on va faire un focus plutôt maintenant sur cette notion de kit d'assistance. Donc là, on peut imaginer sur donc le kit d'assistance, c'est équiper en fait les fauteuils de capteurs tels que des caméras ou des capteurs de distance pour analyser l'environnement. Donc ça c'est très bien développé depuis quelques années, avec des produits maintenant qui sont de qualité et qu'on peut installer sur les fauteuils. Et cette notion maintenant nouvelle qu'on essaye d'intégrer maintenant avec l'intelligence artificielle, et ce qui va nous permettre de peut-être passer le cap au-dessus, c'est le défi de la complexité de l'environnement. Ça veut dire que à l'heure actuelle, on est plutôt dans une salle et on est plutôt forme de recherche.
sur un peu avec les ingénieurs et sur les courbes qu'on peut avoir avec les fauteuils. Et là, l'idée, c'est de faire de la vraie vie, d'aller dans des centres commerciaux, d'aller sur un trottoir, d'aller dans des centres de rééducation, et de se dire, bon, bah, avec des algorithmes, comment on peut arriver à modéliser les choses. Et donc ça, c'est là l'intelligence artificielle arrive là-dedans. Après, les fauteuils roulants autonomes, en fait, ça existe déjà, hein, mais plutôt dans l'industrie. En fait, on demande à un fauteuil d'aller à un point A à un point B, et c'est ça qu'on appelle autonome à l'heure actuelle, qui est plus ou moins quelqu'un dedans. Mais en tout cas, c'est voilà, la différence entre ce qu'on a actuellement, c'est de faire la différence entre semi-autonome, et j'ai l'impression qu'on part plutôt sur ça, avec des projets de recherche un peu plus concrets et sur une avancée, sur une aide à l'assistance et de modéliser grâce à l'intelligence artificielle, d'arriver à aider le patient à pouvoir conduire de manière un peu plus sécuritaire dans la vraie vie. Donc il y a aussi une autre équipe qui est à l'université de Sherbrooke qui développe ces concepts et qui est un peu dans la même philosophie de ça et qui ont été précurseurs aussi. Donc avec le professeur Ferland, donc pareil, qui est parti sur le constat de discuter l'interface cerveau-ordinateur et comment on peut arriver en plaçant donc un sorte de casque qui fait l'enregistrement d'électroencéphalogrammes, de voir un petit peu comment on peut, via la pensée, déplacer le fauteuil. Donc là, il y a pas mal de choses sur le sujet là maintenant depuis 5-6 ans. Notamment du produit, de quel cortex on peut utiliser pour enregistrer donc l'électroencéphalogramme, et se dire comment on peut moduler grâce à ce casque le fauteuil. Donc là, ce qui est venu sur les papiers, c'est que les tests qu'on peut faire hors fauteuil ou dans fauteuil, qu'il est difficile d'extraire de manière très précise le signal suffisamment spécifique pour contrôler vraiment directement le fauteuil avec une précision et une justesse. Il y a des choses on arrive en fait à se dire, quand on demande au cerveau d'aller sur la droite, on voit que le cerveau va plus s'allumer sur telle partie et on se dit ça veut dire que on pourrait peut-être prendre cette information qu'on a au niveau du cerveau et d'aller dire au fauteuil d'aller sur la droite. Mais ça, c'est pas encore assez précis, et surtout dans l'environnement qu'on a envie de conduire. Mais on peut détecter certaines intentions, et dans ces certaines intentions, qu'est-ce qui pourrait se dire? Ça veut dire qu'on pourrait aller venir moduler plutôt le contrôle, on serait sur une modulation plutôt de contrôle complet, d'accord, de la navigation. Et donc on revient sur le semi-autonome et pas sur le autonome avec un patient dans le fauteuil. Donc après, il y a cette notion, tout ça, de navigation sociale, confortable, avec des termes qu'on utilise, c'est sur le module de navigation sociale. Ça, c'est par exemple un exemple sur de l'autonome. C'est-à-dire que c'est une marque, là, Wheel. Donc là, dans les aéroports aux États-Unis, on a à Miami, Los Angeles, des fauteuils en fait, qui vont à des points A et des points B avec des capteurs et donc qui amènent en fait le voyageur qui amène de point A à un point B. Et donc là, on parle vraiment d'autonome. Par la suite, donc là, il y a une équipe de Caen avec pareil des ingénieurs roboticiens qui viennent plutôt de Caen. Il y a le projet Vita. Et pareil, ils ont essayé de mettre en place dans un centre commercial, donc qui est tout récent, hein, fin de l'année dernière, et sur une conduite pareil autonome avec un déplacement de personnes dans un centre commercial. Là, pour dire un petit, qui est un papier qui vient juste de sortir, ça date quand même de 2022, mais ça vient de sortir. C'est un transport autonome intra-hospitalier. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, donc là c'est une équipe asiatique, donc ils ont placé des patients qui allaient de la consultation jusqu'à, je ne sais plus où c'était, une consultation orthopédique, c'est ça, au comptoir de paiement. Donc le patient en fait sortait de la consultation orthopédique, était placé dans le fauteuil et allait directement passer pour pas oublier le paiement. Voilà. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est pas réfléchi, mais sûrement réfléchi. Mais voilà, ça, en tout cas, c'est intégré dans l'hôpital. Donc ça veut dire que nous, demain, peut-être que ça peut arriver aussi chez nous. Alors, j'étais obligé de citer par rapport à... Parce que ça, c'est une équipe française. Donc c'est le professeur Marie Babel, qui est roboticienne à l'INSA à Rennes.
que je ne connais pas personnellement, mais qui écrit beaucoup là-dessus et qui développe beaucoup les fauteuils roulants motorisés. Donc j'étais obligé de la citer avec l'équipe du pôle Saint-Hélier, avec Madame Leblond, docteur Leblond. Donc elle, pareil, elle reprend ces concepts-là depuis des années, donc sur l'interaction sociale, sur la ville inclusive, comment on peut arriver au patient à pouvoir conduire son fauteuil en toute liberté, avec des adaptations qu'on peut mettre, des capteurs. Donc eux, pareil, ils sont partis sur cette idée de rajouter des capteurs sur le fauteuil roulant électrique, et via en fait l'entraînement et le fait de refaire le même parcours, et on peut arriver à des systèmes où le fauteuil va pouvoir conduire tout seul et va pouvoir en fait amener le patient et à pouvoir éviter certains obstacles avec tous ces capteurs. Donc on est sur cette notion de compensation de déficience et pas sur de performance, hein, on est vraiment sur ces idées-là, d'installation de ce capteur de kit d'assistance, et ça j'en avais parlé sur la prescription médicale. Donc là c'est des belles études là, qui viennent de sortir en 2025 donc, là-dessus, et donc, qui est en lien avec plusieurs centres de recherche, notamment à Grenoble et aussi je crois à Toulouse, mais sur cette fameuse, comment on peut, via le cortex, un EEG, faire le mouvement, et comment en fait on arrive à incrémenter la possibilité d'aller aider en fait la conduite du fauteuil du patient. Donc là, pour un petit peu donner par la suite les perspectives, donc ça c'est une thèse là, qui débute là et sur les futurs projets, et qui va à la suite de ce qu'on vient de discuter. Donc pour donner un peu un état des lieux. Donc en gros, les fauteuils ils sont équipés de capteurs, ça on sait faire, tels que les caméras, l'analyse de leur environnement, et pour offrir une assistance adaptée. Après, là, l'intelligence artificielle donc a démontré déjà son efficacité dans l'analyse des données capteurs, mais on n'est pas assez précis via les réseaux de neurones actuels qu'on a, qui sont donc trop rigides, et on se dit donc que sur l'intelligence artificielle, on a probablement des choses à faire en plus là-dessus. Et donc là, on parle de réseaux de neurones dynamiques, donc ça, c'est des trucs un peu spécifiques, donc là, ça sort un peu de champ de compétences, mais voilà comment ils réfléchissent, mais capables d'ajuster et d'avoir une complexité dans la conduite en temps réel, et donc ça représente une alternative assez prometteuse. Et donc là-dessus, ils ont axé sur l'entraînement et l'évaluation des réseaux de neurones statiques et dynamiques pour la perception d'environnement de fauteuil. Et là-dessus, on parle de concevoir des architectures adaptées, on parle d'optimiser l'entraînement des réseaux, et on parle d'évaluer les performances. Et avec ça, on est sur l'objectif futur, donc c'est d'analyser donc cette intelligence artificielle sur nos fauteuils et de voir quelle est la performance derrière et comment demain sera fait. Donc en conclusion, donc on a de multiples commandes selon le degré du handicap que je vous ai listé. Il y a des nouveautés, ce qui est bien, il y a des fabricants et il y a des nouveautés qui arrivent sur le marché. Il faut avoir cette connaissance de fauteuil roulant électrique. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul dans son coin. Donc c'est pour ça l'importance du relation avec le patient, la famille, pour définir le cahier des charges, et l'équipe qui est autour, avec le revendeur et le fabricant. Les perspectives pour une conduite semi-autonome ou autonome, hein, donc là, comme je vous l'ai dit, on est plutôt parti sur du kit d'assistance et d'intégrer l'intelligence artificielle dans en fait, ce kit d'assistance pour faire vraiment un résumé, avec ce challenge de pouvoir conduire dans différentes situations et lieux géographiques. Voilà, merci pour votre attention, et je voudrais remercier l'équipe du CEFREP de l'hôpital de Garches et PFMT. Merci, Dr Lanzmann. Alors, les deux derniers intervenants ont permis de gagner du temps pour des questions. Une question là. Bonjour, moi je m'interrogeais principalement sur tout ce qui va être financement de ce genre de fauteuil. Je pense que c'est un peu d'actualité, et je pense que beaucoup de personnes se posent aussi cette question. Avec la nouvelle LPP qui sort actuellement,
Je pense que c'est légitime de se poser la question, étant donné qu'on a déjà des inquiétudes sur des fauteuils roulants type, pour ne pas les citer, Permobile, qui se demandent s'ils vont rester sur le marché français compte tenu de financement et autres. Et là, on parle de fauteuils roulants qui, à mon avis, vont dans un premier temps être beaucoup plus chers. Donc, est-ce que vous avez un peu des réponses par rapport à tout ça ou des perspectives ou autres? C'est une très bonne question. On se pose tous cette question sur le système de financement, avec des discussions actuelles avec les fabricants et les fauteuils roulants électriques tout court. Et donc là, il y a des pourparlers là, avec les fabricants sur quel marché ils vont aller. Donc bien sûr, là, on est sur des choses au stade de recherche. De toute façon, ça ne va pas limiter l'envie de développer plus, dans tous les cas. Après... l'argent pour le développement, c'est le premier frein. Donc, il y a Fabrice Nouvelle qui a discuté un peu cet après-midi sur des perspectives qu'il en est, mais on n'en sait pas plus. En tout cas, pour moi personnellement, sur le financement. Et toujours pareil, on est sur, comme disait Samuel Pouplin, on est sur les développements de produits pour qu'il y ait un remboursement, pour notamment le remboursement de la sécurité sociale. Il faut pousser sur des études, montrer qu'il y a un plus pour le patient. Et à partir de là, ils réfléchissent à un remboursement. Donc là, c'est ce qui est le bras Jaco, par exemple, où il y a le bras de compensation, là, supporter et il y a un remboursement qui va peut-être arriver, là. Donc le Going, là. Donc on se dit, on est dans le même profil pour les années à venir, mais ça va être, je pense que ça va être long. Mais là, il y a une telle poussée de l'intelligence artificielle que... il faut que dans le monde de la santé, on aille aussi là-dessus. Mais là, il y a plein de conférences actuellement sur qu'est-ce qu'on fait pas avec tout ce qui est éthique ou non. Mais il faut que la santé, de toute façon, aille... et nous, en tout cas, dans le cadre du handicap, qu'on soit vigilant et qu'on aille dans ce sens aussi de l'intelligence artificielle, même si ce terme... Mais je ne sais pas s'il y a d'autres... Je ne sais pas si on en reparlera cet après-midi, sûrement. Il y a une question qui était posée sur le chat. Les commandes Oxyspital s'adaptent-elles à tout type de fauteuil? Par exemple, pour Comovit, est-ce uniquement pour les nouveaux Permobiles ou pour tous les fauteuils Permobiles? Donc c'est tous les fauteuils. C'est juste qu'en fait, il y a un accord entre Permobile et Comovit, l'équipe belge. Donc le Permobile peut installer sur un autre type de fauteuil. D'accord. D'autres questions? Il y a une question sur le chat qui voulait savoir si les centres qui ont des exosquelettes ont en prévision des hébergements. Il faut s'adresser aux structures, c'est-à-dire qu'il y a l'hébergement de la personne, c'est l'hospitalisation complète, donc il faut accepter d'être hospitalisé. Et ensuite, il y a l'hébergement de l'aidant. Donc là, il y a des établissements qui sont souvent en bord de mer. Il y en a 3 qui dépendent de l'HPHP, un qui dépend des hospices civils de Lyon, et puis il y a d'autres établissements dans des départements côtiers qui sont assez agréables. Et souvent, il y a des possibilités d'hébergement plus ou moins aidées pour les proches ou les familles qui accompagnent. Donc, c'est plus des séjours de répit. Donc il faut s'adresser à l'établissement de proximité. Si cet établissement propose une rééducation qui peut être intéressante, exosquelette ou autre, ce n'est pas obligatoirement forcément ça, leur demander s'il y a une possibilité d'hébergement des familles. Et forcément, ça a un coût, mais c'est fait depuis des années. Normalement, vous devez connaître les établissements qui le permettent.